Je conduisais la pelleteuse quand mon téléphone a vibré contre ma hanche. 15h30 un mardi, en plein milieu d'une autre coulée de fondation, et Franck Martin m'appelait. Franck n'appelait jamais pendant les heures de travail. Bon sang, Franck n'appelait presque jamais. Nous étions voisins depuis 8 ans, nous saluons de la tête par-dessus la clôture et nous empruntant des outils. Mais un appel téléphonique signifiait que quelque chose n'allait pas. J'ai éteint la machine et je suis descendu, mon casque de chantier coincé sous le bras en répondant. « Qu'est-ce qu'il y a, Franck ?» ai-je dit dans le téléphone. « Marc. » Sa voix m'est parvenue avec ce ton militaire neutre qu'il utilisait quand les choses devenaient sérieuses. 20 ans dans l'armée de terre avaient appris à Franck à annoncer les mauvaises nouvelles de manière claire et rapide. « Il faut que tu rentres à la maison, maintenant. » Le bruit du chantier s'est estompé autour de moi. « Que s'est-il passé ? » « Émilie va bien ?» ai-je demandé précipitamment. « Il y a une berline noire dans ton allée qui n'est pas à toi » a-t-il répondu d'un ton sinistre. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. 16 ans de mariage, et je n'avais jamais douté de la fidélité d'Émilie. Pas une seule fois. Nous avions construit quelque chose de solide ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. La maison, la routine, le confort tranquille de savoir que quelqu'un vous attendait à la fin de chaque dure journée. « Tu es sûr que ce n'est pas la voiture de sa sœur ?» ai-je demandé. Au moment même où je le disais, je savais que non. Sophie conduisait une Peugeot blanche. La même depuis 3 ans. Marc, j'observe depuis 40 minutes. Cette berline est là depuis midi. Émilie est rentrée à 12h15. Elle est à l'intérieur avec la personne qui conduit cette voiture depuis ce moment-là, a expliqué Franck. Mes mains ont commencé à trembler. Le téléphone glissait contre mon oreille, et j'ai dû le serrer plus fort. L'équipe continuait de travailler, coulant le béton comme si le monde ne venait pas de basculer. « Franck » ai-je commencé. « Monte dans ton camion et rentre chez toi. Ne l'appelle pas. N'envoie pas de SMS. Rentre juste à la maison et gare-toi dans la rue. Je t'attendrai » a-t-il ordonné. Puis la ligne a coupé. Je suis resté là pendant une bonne minute à fixer mon téléphone, essayant d'assimiler ce que Franck venait de me dire. Émilie. Mon Émilie. La femme qui préparait le café tous les matins à 5h45 pour qu'il soit prêt à mon réveil. Qui s'endormait en regardant de vieux films sur mon épaule tous les dimanches soirs. Qui avait pleuré quand nous n'avions pas pu avoir d'enfants et m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père au printemps dernier. Mais Franck ne faisait pas d'erreur. 20 ans de service militaire l'avaient entraîné à observer et rapporter des faits, pas des spéculations. S'il disait qu'il y avait un problème chez moi, c'est qu'il y avait un problème chez moi. J'ai dit à mon chef de chantier que j'avais une urgence familiale et j'ai conduit jusqu'à la maison dans un état de brouillard. Les rues familières de notre quartier semblaient différentes d'une certaine façon, comme si je les voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. La maison jaune des Lefebvre avec sa haie envahissante. Le feu rouge à l'angle de la rue des Lilas et de l'avenue de la République, où les adolescents grillaient toujours l'arrêt. Le café où Émilie et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 17 ans. Tout cela semblait étranger maintenant, comme les accessoires d'une pièce de théâtre dans laquelle j'ignorais jouer. Franck m'attendait dans son allée quand je me suis garé. Il s'est dirigé vers mon camion avant même que j'aie coupé le moteur, se déplaçant avec cette démarche résolue qui ne l'avait jamais quitté bien qu'il soit à la retraite depuis 5 ans. Ses cheveux gris étaient rasés de près, et son visage buriné était figé dans des traits durs. « Audi noir » a-t-il dit sans préambule. La plaque d'immatriculation commence par AB. Elle est là depuis 2h20. J'ai regardé ma maison, notre maison, et j'ai vu la berline garée dans l'allée comme si elle y avait sa place, pile à l'endroit où je garais habituellement mon pick-up après le travail. La porte d'entrée était fermée, mais les rideaux du salon étaient tirés. Ils n'étaient jamais fermés pendant la journée. « Qu'est-ce que je fais ?» ai-je demandé. Les mots sont sortis brisés et faibles. L'expression de Franck s'est adoucie d'une fraction. « Tu documentes tout. Sors ton téléphone et commence à filmer. Quoi que tu trouves là-dedans, tu le filmes. Ne réagis pas. Ne crie pas. Ne frappe pas, contente-toi d'enregistrer » a-t-il instruit fermement. « Franck, je ne peux pas » ai-je protesté. « Tu peux et tu vas le faire » m'a-t-il interrompu. « Tu as investi 16 ans dans ce mariage et la moitié de tes biens est liée à cette maison. Tu ne veux pas donner de munitions à ces avocats pour qu'ils les utilisent contre toi. Alors, tu restes calme.
Tu filmes tout et tu laisses les preuves parler d'elles-mêmes. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir quelque chose et le faire sont deux choses différentes quand votre monde s'effondre autour de vous. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application appareil photo. Mes mains étaient plus stables maintenant. Le fait d'avoir un plan, même terrible, m'aidait à concentrer mon esprit. Je serai juste derrière toi, m'a assuré Franck. Au cas où, musique, nous avons traversé la rue ensemble, nos pas résonnant bruyamment sur l'asphalte. Le soleil de l'après-midi était brillant et chaud. Les oiseaux chantaient dans le chêne que nous avions planté pour notre 10e anniversaire de mariage. Tout semblait normal, à l'exception de cette berline noire garée dans mon allée comme une accusation. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle n'était jamais déverrouillée quand Émilie était seule à la maison. Elle était paranoïaque concernant la sécurité, vérifiant toujours 2 fois les serrures avant de se coucher. Mais aujourd'hui, la poignée a tourné facilement sous ma main. J'ai commencé à filmer en entrant à l'intérieur. Le salon semblait normal, à l'exception de la veste d'homme drapée sur le dossier de mon fauteuil inclinable en cuir. Une veste que je n'avais jamais vue auparavant. En laine anthracite, d'apparence chère. Sur la table basse, il y avait 2 verres à vin, tous 2 à moitié vides, à côté d'une bouteille du bon Cabernet que nous avions gardé pour notre anniversaire le mois prochain. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai gardé la caméra stable. Une traînée de vêtements menait du salon vers les escaliers. Le chemisier bleu d'Émilie, celui qu'elle portait pour aller travailler ce matin-là, froissait sur le parquet. Une chemise d'homme drapée sur la rampe, sa jupe noire en bas des marches. Chaque vêtement était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Mais je les ai tous filmés. Franck restait tout près derrière moi, ne disant rien, sa présence solide et rassurante. Les sons provenant de l'étage m'ont noué l'estomac. De faibles murmures, des grincements rythmiques, les sons indéniables de la trahison se produisant dans le lit que je partageais avec ma femme depuis 16 ans. J'ai monté les escaliers lentement, filmant chaque marche, chaque son. La porte de la chambre était à moitié ouverte, et à travers l'entrebâillement, je pouvais voir des ombres en mouvement sur le mur. Mon mur dans ma chambre. Dans mon lit. La main de Franck a touché mon épaule brièvement, non pas pour me retenir, mais juste pour me rappeler qu'il était là. J'ai atteint la porte, j'ai pris une grande inspiration, et je l'ai poussée en grand. Émilie s'est figée en plein mouvement lorsqu'elle m'a vu, ses yeux s'écarquillant de choc et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. L'homme sous elle, aux cheveux bruns, peut-être dans la quarantaine, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, s'est redressé si violemment qu'il a failli la jeter hors du lit. « Oh, mon Dieu !» a chuchoté Émilie avec horreur. « Marc, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai continué à filmer, capturant tout. Son corps nu se débattant pour attraper les draps, le visage paniqué de l'homme alors qu'il essayait de se couvrir. Le lit défait où ma femme avait été avec un inconnu en plein milieu d'un mardi après-midi. « Ce n'est pas ce que je crois », ai-je répété ces mots, ma voix plate et sans émotion. « Qu'est-ce que ça donne l'impression d'être, Émilie ?» L'inconnu a finalement retrouvé sa voix. « Écoute, mec. » « Je ne savais pas, a-t-il balbutié. La ferme. L'ordre de Franck a tranché dans la pièce comme une lame. Il m'a contourné pour s'approcher du lit. Vous deux, fermez vos gueules. Émilie a enroulé le drap autour d'elle, des larmes commençant à couler sur son visage. Marc, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer, a-t-elle imploré désespérément. Il n'y a rien à expliquer, ai-je répondu froidement. J'ai continué à filmer pendant que Franck attrapait l'inconnu par le bras et le tirait hors du lit. L'homme a trébuché, essayant de conserver une certaine dignité tout en étant complètement nu et de toute évidence terrifié. « Prends tes affaires », lui a dit Franck avec un calme mortel. « Tu as 60 secondes pour t'habiller et foutre le camp. »« Attendez, vous ne pouvez pas juste, » a protesté faiblement l'inconnu. Franck l'a plaqué contre le mur de la chambre assez fort pour faire trembler les photos de famille qui y étaient accrochées. 2 coups de poing rapides dans le plexus solaire ont laissé l'inconnu haletant et plié en 2. Toute envie de se battre lui avait été enlevée. 50 secondes, a dit Franck sur le ton de la conversation. L'homme a titubé vers ses vêtements, enfilant un pantalon et une chemise avec des mains tremblantes. Il n'arrêtait pas de me jeter des regards, à moi et à mon téléphone qui filmait tout, ainsi qu'à Franck qui se tenait prêt à infliger d'autres punitions. Émilie, recroquevillée sur le lit, pleurait de plus belle maintenant, son mascara laissant des traces noires sur ses joues. « Marc, s'il te plaît, arrête de filmer », a-t-elle supplié à travers ses larmes.
S'il te plaît, il faut qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle avant que tu ne l'amènes dans notre lit, ai-je répondu avec un contrôle glacial. Les mots sont sortis calmes et mesurés, comme si je discutais de la météo. À l'intérieur, je me sentais vide et froid. Habille-toi et sors de chez moi. C'est ma maison aussi. Elle a commencé à protester. Non. Je l'ai coupé sèchement. J'ai gardé la caméra braquée sur son visage, m'assurant de capturer chaque expression. Tu te souviens de ce contrat de mariage que tu as signé il y a 16 ans? Celui que tu trouvais romantique parce que j'étais si déterminé à t'épouser. Il s'avère que ce n'est plus si romantique quand c'est toi qui le violes. Elle a blêmi. Elle avait oublié le contrat de mariage. Je pouvais le voir dans ses yeux. Nous l'avions tous les deux oublié, honnêtement. C'était l'idée de mon avocat, une protection standard pour un homme qui possédait sa propre maison et avait commencé à se constituer un capital dans une entreprise de construction. Émilie l'avait signé sans poser de questions, riant du fait que les avocats étaient paranoïaques. L'inconnu a fini de s'habiller et a trébuché vers la porte. Franck l'a suivi, sans le toucher, mais en s'assurant qu'il comprenne que l'escorte n'était pas négociable. Je les ai entendus descendre les escaliers, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Par la fenêtre de la chambre, j'ai regardé l'homme courir à travers la pelouse jusqu'à son Audi noir, ne se souciant même plus de sa dignité. Il a fouillé maladroitement pour trouver ses clés, les a fait tomber, les a ramassées, et a finalement démarré le moteur. La berline a reculé de mon allée assez vite pour laisser des traces de pneus sur le béton. Il n'a pas regardé en arrière. Émilie pleurait toujours enroulée dans le drap qui empestait la trahison et les promesses brisées. Marc, je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Une erreur stupide. Ça ne signifie rien, a-t-elle sangloté. Tu as raison, ai-je dit, en continuant de filmer. Ça ne signifie rien. Notre mariage ne signifie rien. Les 16 années que nous avons passées ensemble ne signifient rien. Les promesses que nous nous sommes faites ne signifient rien. Alors, fais tes valises et dégage. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors, a-t-elle protesté faiblement. La maison est à mon nom. Le contrat de mariage que tu as signé renonce à toute réclamation sur les biens conjugaux en cas d'adultère. J'ai des preuves vidéo de ton infidélité enregistrées en haute définition, ai-je déclaré avec une clarté brutale. J'ai finalement arrêté l'enregistrement et glissé le téléphone dans ma poche. Tu n'as aucun droit légal de rester ici, et j'ai tout à fait le droit de te faire expulser si tu refuses de partir de ton plein gré. Elle m'a dévisagé comme si elle voyait un inconnu. Et c'était peut-être le cas. L'homme qu'il avait aimé inconditionnellement pendant 16 ans n'était plus là, remplacé par quelqu'un qui comprenait l'importance de la préparation et de la documentation. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé, impuissante. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu sans émotion. Franck est revenu, refermant la porte de la chambre derrière lui. La voie est libre. Ton petit ami ne reviendra pas de sitôt, a-t-il rapporté. Ce n'est pas mon petit ami, a chuchoté Émilie. Alors qu'est-ce qu'il est, ai-je demandé directement. Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas expliquer, ne pouvait pas justifier ce que je venais de surprendre. Alors elle a pleuré à la place, comme si les larmes allaient d'une manière ou d'une autre effacer ce que j'avais vu et enregistré. Habille-toi, lui a dit Franck avec une ferme autorité. Prends ce dont tu as besoin pour ce soir. Tu pourras revenir chercher le reste quand Marc sera au travail, mais tu ne restes pas ici. Émilie a regardé entre nous deux, cherchant une faille dans notre détermination. N'en trouvant aucune, elle s'est lentement levée et a commencé à enfiler ses vêtements avec des mains tremblantes. Chaque mouvement était prudent et délibéré, comme si elle avait peur qu'un geste brusque ne brise ce qu'il restait de son monde. 20 minutes plus tard, elle était partie. La valise faite, la voiture chargée, s'éloignant en conduisant de la maison que nous avions partagée pendant 16 ans de mariage. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas essayé de s'expliquer à nouveau. Elle est simplement partie, n'emportant rien qui ne fût clairement à elle. Franck a verrouillé la porte d'entrée derrière elle et s'est tourné vers moi. Une bière, a-t-il simplement proposé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes installés dans le salon, des bouteilles fraîches à la main, en regardant un match de baseball à la télévision comme si c'était n'importe quel autre mardi soir. Comme si mon mariage ne venait pas d'exploser en l'espace d'une heure. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Nous n'avons ni analysé, ni spéculé,
ni planifié les prochaines étapes. Nous sommes juste restés assis dans un silence confortable. Deux hommes qui comprenaient que parfois, les conversations les plus importantes se déroulent sans mots. Le match a joué des manches supplémentaires, mais aucun de nous deux ne s'en souciait. Mon avocate, Jeanne Martin, aucun lien de parenté avec Franck malgré le nom, a examiné les preuves vidéo avec le détachement clinique qui faisait qu'elle valait chaque euro que je lui payais. Elle gérait mes contrats commerciaux depuis 5 ans, mais c'était notre première incursion dans le droit de la famille. C'est aussi inattaquable que possible, a-t-elle dit en fermant son ordinateur portable après avoir regardé l'enregistrement pour la 2e fois. Le contrat de mariage est en béton, et votre documentation vidéo élimine toute possibilité qu'elle allègue une détresse émotionnelle ou qu'elle nie les faits. Elle ne peut pas contester que l'adultère n'a pas eu lieu alors que nous avons des images en haute définition d'elle en plein acte. Nous étions assis dans son bureau le jeudi matin, 2 jours après que mon monde a implosé. Émilie n'avait cessé d'appeler et d'envoyer des SMS, alternant entre excuses et menaces, supplications et exigences. J'avais tout transféré à Jeanne sans en lire la majeure partie. Et pour la maison, ai-je demandé. Entièrement à vous, a-t-elle répondu avec assurance. Le contrat de mariage précise que les biens conjugaux acquis avant le mariage restent aux propriétaires d'origine, et que les actifs acquis pendant le mariage reviennent à la partie lésée en cas d'infidélité documentée. Jeanne a sorti un bloc-notes juridique couvert de notes. Elle a renoncé à toute réclamation sur votre retraite, les actifs de votre entreprise, et même le compte d'épargne commun. Elle n'a rien, ai-je confirmé. Elle garde ses effets personnels et sa voiture. Elle est à son nom uniquement. Tout le reste vous appartient, a expliqué Jeanne avec une satisfaction professionnelle. Le divorce devrait être finalisé dans les 60 jours si elle ne le conteste pas, et si elle le conteste, ai-je insisté. Avec ces preuves, son avocat le lui déconseillerait. N'importe quel juge qui verra cette vidéo statuera en votre faveur, et elle finira par payer les frais de justice des 2 parties. Elle a tout intérêt à accepter l'accord et à passer à autre chose, a-t-elle répondu d'un ton pragmatique. Cet après-midi-là, les parents d'Émilie se sont présentés chez moi. Bernard et Marguerite Dubois faisaient partie de ma vie depuis 17 ans. Depuis l'époque où nous sortions ensemble jusqu'au mariage, et toutes les fêtes de fin d'année depuis. Ils m'avaient toujours traité comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Maintenant, ils avaient l'air honteux et fatigués. Marc, a commencé Bernard, la voix lourde de regret. Nous sommes venus nous excuser. Je les ai invités à entrer, leur ai proposé un café. Ils ont décliné. Nous nous sommes assis dans le salon où Émilie avait reçu son amant il y a à peine 2 jours, les verres à vin lavés et rangés depuis longtemps. Nous l'avons mieux élevé que ça, a dit Marguerite, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je ne comprends pas comment elle a pu te faire une telle chose, à toi et à votre mariage. Elle a fait son choix, ai-je dit simplement. Nous voulons que tu saches que nous ne soutenons pas ce qu'elle a fait, a poursuivi Bernard avec sincérité. Nous lui avons dit qu'elle s'est attirée ça toute seule, qu'elle n'a aucun droit d'attendre du pardon ou de la compassion. Ce qu'elle a fait est mal, et elle va devoir vivre avec les conséquences. Leur visite a été brève mais lourde de sens. Les propres parents d'Émilie désavouaient publiquement son comportement, choisissant de me soutenir plutôt que leur fille. La nouvelle se répandrait dans leur église, leur cercle social, leur famille élargie. La réputation d'Émilie ne survivrait pas au scandale. Franck est passé ce soir-là avec 2 packs de 6 bières et une mise à jour sur les commérages du quartier. J'ai parlé à Madame Lefebvre cet après-midi, a-t-il dit en s'installant à sa place habituelle sur mon canapé. Elle a vu toute la scène avec le petit ami de ta femme qui s'est enfui d'ici à moitié nu. Le bruit court déjà. Bien, ai-je répondu avec satisfaction. Émilie loge chez son amie Karine, mais j'ai entendu dire que le mari de Karine n'en est pas ravi. Quelque chose à propos du fait de ne pas vouloir que ses enfants soient exposés à ce genre d'influence. Franck a rapporté que les conséquences sociales s'accumulaient plus vite que je ne l'avais prévu. La liaison d'Émilie ne détruisait pas seulement notre mariage. Elle détruisait tout son réseau de soutien. Les amis qui nous connaissaient en tant que couple choisissaient leur camp, et les preuves vidéo rendaient ces choix faciles. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jeanne. Son avocat a appelé. Elle veut qu'on se rencontre demain pour discuter des conditions. Il semble qu'elle soit prête à coopérer. J'ai montré le message à Franck, qui a hoché la tête en signe d'approbation. Décision intelligente de sa part. Se battre ne ferait qu'aggraver les choses pour elle, a-t-il observé. Tu penses qu'elle va signer, ai-je demandé. Elle n'a pas le choix,
a-t-il répondu avec certitude. Tu as tout documenté, obtenu des preuves irréfutables, et sa propre famille te soutient. Soit elle signe les papiers et disparaît discrètement, soit elle se bat et se fait humilier au tribunal. Franck a pris une longue gorgée de sa bière. Dans tous les cas, tu gagnes. Le lendemain matin, j'ai rencontré Émilie et son avocat au cabinet de Jeanne. Émilie avait l'air terrible, pâle, épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son avocat, un jeune homme nerveux nommé Maître Perrin, lui avait clairement conseillé que toute résistance était futile. Ma cliente est prête à accepter les termes décrits dans le contrat de mariage, a dit Perrin sans préambule. Elle demande seulement que la procédure reste aussi privée que possible. C'est acceptable, a répondu Jeanne professionnellement. À condition que tous les actifs soient transférés sans contestation et qu'elle quitte le domicile conjugal dans un délai de 7 jours. Émilie a signé les papiers sans me regarder une seule fois. Sa signature était tremblante, incertaine, rien à voir avec le paraphe confiant qu'elle avait utilisé sur notre certificat de mariage 16 ans plus tôt. Quand ce fut terminé, elle a finalement croisé mon regard. Marc, a-t-elle commencé doucement. Ne dis rien, ai-je dit calmement. Vraiment, ne dis rien. Elle a hoché la tête et est partie avec son avocat, sortant de ma vie aussi discrètement qu'elle en avait signé l'abandon. L'ensemble du processus a pris moins d'1 heure. Le divorce a été finalisé un vendredi matin de fin mars, exactement 58 jours après que j'ai surpris Émilie avec son amant. Le juge Rousseau a examiné les preuves, confirmé le contrat de mariage et accordé la dissolution sans commentaire ni délai. Émilie n'a rien contesté, n'a pas demandé de réexamen, et n'a même pas assisté à l'audience finale. Jeanne m'a tendu le jugement avec une satisfaction professionnelle. C'est fait. La maison, les actifs de votre entreprise, votre retraite, les comptes joints, tout vous est transféré à compter d'aujourd'hui. Elle garde sa voiture et ses effets personnels, rien d'autre, a-t-elle confirmé. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide. 16 ans de mariage réduits à des documents juridiques et des transferts d'actifs, mais c'était propre, définitif et totalement en ma faveur. Les parents d'Émilie avaient tenu parole. À l'office du dimanche la semaine précédente, Bernard Dubois m'avait présenté des excuses publiques devant toute l'assemblée, déclarant que sa fille avait trahi non seulement ses vœux de mariage, mais aussi les valeurs qu'ils avaient essayé de lui inculquer. Le prêtre, un homme bon nommé le Père Laurent, m'avait offert son soutien et ses prières pour ma guérison. L'ostracisme social a été rapide et total. Le club de lecture d'Émilie l'a exclue. Les associations caritatives où elle faisait du bénévolat l'ont discrètement retirée de leur conseil d'administration. Même les caissiers de l'épicerie qui nous connaissaient depuis des années la traitaient avec une froide politesse lorsqu'elle venait en ville. Le mystérieux amant n'est jamais réapparu. Franck avait fait quelques vérifications discrètes. La plaque d'immatriculation appartenait à une voiture de location payée avec une carte de crédit liée à une adresse professionnelle à 3 villes d'ici. Qu'il soit marié, célibataire ou juste un lâche, il avait complètement disparu après sa rencontre humiliante avec les poings de Franck. Il a probablement une femme et des enfants, a spéculé Franck un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis ma véranda arrière. Le genre d'homme qui s'enfuit nu de la maison d'un autre homme n'est pas du genre à rester dans les parages pour faire face aux conséquences. Émilie a quitté la ville le lendemain de la finalisation du divorce. J'ai appris par Madame Lefebvre qu'elle avait chargé sa voiture de cartons et de valises, laissant derrière elle-même les meubles qui, techniquement, lui appartenaient. Elle n'a dit au revoir à personne, n'a pas laissé d'adresse de réexpédition, elle a juste pris la route comme si elle fuyait une scène de crime. D'une certaine façon, c'était le cas. J'ai passé l'après-midi du samedi à changer les serrures. Plus pour tourner la page psychologiquement que par sécurité. Chaque clé, chaque code d'accès, chaque moyen par lequel elle était autrefois entrée dans ma vie était désormais condamné. La maison était vraiment à moi maintenant, légalement et pratiquement. Le dimanche soir, je me suis assis dans ma cuisine pour examiner les relevés bancaires et les documents juridiques. Les comptes joints étaient substantiels. Émilie avait été économe. Je devais bien le lui reconnaître. Son salaire de professeur n'était pas énorme, mais elle avait fidèlement contribué à nos objectifs communs. Désormais, ses économies étaient entièrement à moi, tout comme la maison, mon entreprise et 16 ans d'actifs accumulés. Le contrat de mariage avait tout protégé. Les preuves vidéo avaient rendu ces mensonges impossibles. L'intervention de Franck avait éliminé toute menace de la part de son amant. L'expertise de mon avocate avait accéléré le processus.
Chaque pièce s'était mise en place exactement comme il le fallait. Franck a frappé à la porte arrière vers 20h, portant une bouteille de bon whisky et arborant une expression satisfaite. Je me suis dit qu'on devait marquer le coup comme il se doit, a-t-il dit en posant la bouteille sur ma table de cuisine. Une victoire totale mérite d'être célébrée correctement. Nous avons bu à la justice rendue et aux leçons apprises, à la valeur de la préparation et à l'importance d'une amitié loyale, à la vérité que certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, seulement punies. Le whisky était doux et cher, rien à voir avec la bière bon marché que nous partagions d'habitude. Cela semblait approprié pour le moment. Un toast au fin et au nouveau départ, à la fermeture d'un chapitre et à l'ouverture d'un autre. Et maintenant, a demandé Franck alors que la bouteille se vidait. J'ai regardé autour de ma cuisine, ma maison, ma vie récupérée et sécurisée. Tout ce que je veux, ai-je dit avec une satisfaction tranquille. C'est la beauté d'une rupture nette. Pas de complications, pas d'embrouille, personne à qui rendre de compte à part moi-même. Franck a hoché la tête en signe d'approbation. Une liberté gagnée grâce à une planification intelligente et des actions décisives. Ton vieux serait fier, a-t-il observé. Il avait raison. Mon père était un homme pragmatique qui croyait en la préparation, la documentation, et le suivi des conséquences. Il m'avait appris à penser de manière stratégique, à protéger ce qui m'appartenait et à ne jamais laisser personne profiter de ma confiance 2 fois. Émilie avait compté sur le pardon, sur une réaction émotionnelle, sur la supposition que 16 ans de mariage signifiaient quelque chose de plus que des contrats légaux et des preuves enregistrées. Elle s'était trompée sur toute la ligne. La maison était silencieuse après le départ de Franck, mais elle n'était pas vide. Elle était à moi, entièrement et légalement à moi, remplie de la satisfaction de la justice rendue et de la paix qui vient quand on sait que la vérité a triomphé. Je suis allé me coucher cette nuit-là dans des draps propres, dans ma propre maison, sans secret ni mensonge empoisonnant l'air. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêver. 3 mois plus tard, Franck et moi avons instauré notre rituel. Tous les vendredis à 18h30, nous nous asseyons sur ma véranda avec de la bière fraîche et nous observons la rue calme. Le quartier n'a pas beaucoup changé. Les mêmes maisons, les mêmes familles, le même rythme paisible de la vie de banlieue. Mais tout semble différent maintenant, à travers le prisme d'une sagesse durement acquise. La berline noire n'est jamais revenue. Émilie n'est jamais revenue. Le lâche qui s'était enfui de chez moi nu et terrifié n'a jamais osé se montrer dans notre ville de nouveau. Certains problèmes, gérés avec détermination, se résolvent d'eux-mêmes de façon permanente. Mon entreprise de construction prospère. Le bruit s'est d'une manière ou d'une autre répandu que j'étais un homme qui gérait la trahison avec intelligence plutôt qu'avec émotion, qui planifiait de manière stratégique et allait jusqu'au bout des conséquences. Les clients respectent ce genre de caractère, et ma réputation de fiabilité n'a jamais été aussi forte. La maison me semble plus être un foyer aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été pendant mon mariage. Plus de mensonges cachés, plus de ressentiments secrets, plus besoin de se demander ce qui se passait pendant que je travaillais tard sur les chantiers. Juste un espace honnête pour un homme honnête menant une vie honnête. Franck prend une longue gorgée de sa bière et hoche la tête vers la maison des Lefebvre où leur fille adolescente fait ses au revoir à son petit ami sur les marches de devant. Ces gamins ont du bon sens, observe-t-il d'un ton approbateur. Ils gardent les choses visibles, en toute transparence, comme ça devrait l'être. Je suis d'accord. Nous ne parlons pas beaucoup pendant ces soirées du vendredi, mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons tous les deux appris la valeur d'une amitié loyale forgée au travers d'une crise partagée. Franck a vu le problème arriver et m'a prévenu. Il m'a aidé à rassembler des preuves au lieu d'agir sous le coup de l'émotion. Il a éliminé la menace quand il fallait l'éliminer. Ce genre de loyauté ne peut pas s'acheter ni se feindre. Le soleil se couche derrière les chênes, projetant de longues ombres sur la rue où je vivais autrefois. Dans le mensonge, sans le savoir. Maintenant, je vis dans la vérité, documentée et vérifiée, avec un ami qui comprend l'importance de veiller l'un sur l'autre. Parfois, les parents d'Émilie passent en voiture en se rendant à l'office du soir à l'église. Bernard fait toujours signe de la main. Marguerite hoche parfois la tête. Ils n'ont jamais posé de questions sur leur fille, n'ont jamais mentionné où elle est allée ni ce qu'elle fait maintenant. Certains chapitres se ferment complètement lorsqu'ils se terminent. À 19h30, Madame Lefebvre sort ses poubelles pour le ramassage de demain. Monsieur Mercier promène son chien devant notre maison, s'arrêtant pour discuter de la météo ou de la dernière réunion du conseil municipal. La vie normale continue normalement,
comme cela devrait être quand tout le monde est honnête sur qui il est et ce qu'il veut. Franck finit sa bière et se lève pour partir. Comme tous les vendredis. Bonne semaine, dit-il simplement. Bonne semaine, j'approuve. Je reste sur la véranda après son départ, regardant la rue devenir silencieuse alors que les familles s'installent pour la soirée. Les lumières s'allument aux fenêtres. Les écrans de télévision scintillent en bleu dans les salons assombris. La magie ordinaire des gens menant des vies honnêtes dans des foyers honnêtes. Mon téléphone ne sonne plus avec des appels désespérés ou des SMS de colère. Ma boîte aux lettres ne se remplit pas de lettres d'avocat ou de factures pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Ma maison reste exactement comme je la laisse. Aucune preuve de trahison cachée dans l'ombre d'une chambre ni de verre à vin sur les tables basses. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est la présence de la vérité gagnée grâce à une réflexion stratégique et une action décisive. C'est savoir que la préparation compte, que la loyauté a de la valeur et que certains ponts brûlent complètement lorsqu'ils sont construits sur des mensonges. À 20h, je ferme ma clé et je rentre, éteignant la lumière de la véranda derrière moi. Demain, je ferai une autre journée de travail honnête, je rentrerai dans ma maison honnête et je saurai que tout ce que je vois est exactement ce qu'il semble être. Vendredi prochain, Franck et moi nous asseyerons à nouveau ici, veillant sur notre rue tranquille comme des sentinelles, montant la garde contre le retour des mensonges et de la trahison. Deux hommes qui ont appris à leurs dépens que certaines amitiés se forgent dans la crise, que certaines victoires se gagnent par la préparation, et que la paix ne vient parfois qu'une fois la justice rendue. La rue est vide maintenant, paisible sous les lampadaires. Pas de berline noire, pas de menaces cachées, pas de secret attendant de détruire ce qui a mis des années à être construit. Juste la vérité, enfin, et la satisfaction de savoir qu'elle restera ainsi. Et ainsi nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce à quoi vous vous attendiez ou l'histoire a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer.